Bonjour, bienvenue à l'étude des vibrations mécaniques. Dans la dernière séance, nous avons étudié l'oscillateur non amorti à 1 degré de liberté. Aujourd'hui, nous allons étudier l'oscillateur amorti à un seul degré de liberté. La différence entre l'oscillateur amorti et celui non amorti est la prise en compte de la dissipation d'énergie dans les modèles. Dans la théorie des oscillateurs, la dissipation est toujours de nature visqueuse, c'est-à-dire une force proportionnelle à la vitesse. Reprenons notre modèle de l'oscillateur. Nous avons maintenant un élément supplémentaire, l'amortisseur. Dans les forces, nous avons toujours les poids de la masse, la force de ressort, et maintenant vient s'y rajouter un terme supplémentaire, la force exercée par l'amortisseur. Reprenons l'étude de l'équilibre. Il s'agit de déterminer le déplacement U-bar qui équilibre la masse de manière statique. Comme il s'agit d'un déplacement statique, il s'agit d'une constante dans le temps. Par conséquent, sa dérivée par rapport au temps est nulle. Nous avons donc la même solution que pour les cas sans amortissement. Reprenons l'étude des perturbations. Considérons notre système en équilibre et considérons une perturbation géométrique, un déplacement de la masse UDT qui constitue une perturbation. Comme dans les cas précédents, non amortis, les nouveaux x, la nouvelle position, est la position d'équilibre plus le déplacement u. Étant donné que la position d'équilibre x bar ne dépend pas du temps, la dérivée de x coïncide avec la dérivée du point. La dérivée seconde de x coïncide avec la dérivée seconde de u de point. L'analyse des forces est presque identique. Nous avons les poids, nous avons la force dans les ressorts, et comme nous l'avons déjà observé, il existe maintenant une nouvelle force, celle exercée par l'amortisseur. En ce qui concerne la force dans les ressorts, nous pouvons appliquer les mêmes raisonnements que nous avions utilisés pour l'oscillateur non amorti et nous arrivons exactement au même résultat. La différence apparaît dans l'équation de mouvement, laquelle contient un terme supplémentaire, le terme moins c fois x point. Comme pour l'oscillateur non amorti, nous pouvons transformer cette équation en introduisant u et nous pouvons la travailler en utilisant l'équation d'équilibre jusqu'à aboutir à l'équation classique que voici, mu2 point égale moins ku moins cu point. Dans le cadre des oscillations amorties, nous écrivons encore une fois u2 point égale à moins k sur m, u moins c sur mu point, et nous introduisons une nouvelle variable, la variable zeta, égale à c sur 2m oméga indicienne. Zeta est dite l'amortissement critique ou coefficient d'amortissement de l'oscillateur. L'équation de mouvement devient u de point égale moins oméga n au carré u moins 2 fois zeta oméga n
qui multiplie U point. Nous allons désormais étudier cette équation. Reprenons donc l'équation amortie. U de point égale moins oméga n au carré U moins 2 zeta oméga indicienne U point. Avec oméga n, la fréquence naturelle, en réalité une pulsation, racine des K sur M, zeta égale à C sur 2m oméga n. Nous allons utiliser un paramètre supplémentaire, oméga indice d, la fréquence amortie, qui est oméga indicienne qui multiplie racine du module d1 moins zeta au carré. Selon la valeur de coefficient d'amortissement zeta, nous avons des résultats différents pour cette équation. Quand zeta est compris entre 0 et 1, la solution est une fonction périodique, somme des sinus et cosinus, multipliée par une exponentielle décroissante qui sera fonction de zeta et oméga n. Quand l'amortissement vaut 1, la solution est une fonction encore décroissante, mais qui multiplie at plus b. Et enfin, nous avons les cas où l'amortissement zeta est supérieur à 1. Dans ces cas, nous avons la même exponentielle, mais qui maintenant multiplie une somme d'un sinus hyperbolique et d'un cosinus hyperbolique. Nous allons nous intéresser par la suite au cas où zeta est compris entre 0 et 1. On dit alors que le système est faiblement amorti. Reprenons alors la solution pour un système faiblement amorti. Une exponentielle décroissante qui multiplie une fonction périodique. Lorsque nous avons des données initiales, nous pouvons déterminer ces deux coefficients. Nous avons B qui est égal à U0 et A égale à 1 sur oméga indice d U.0 plus zeta oméga n U0. La solution est dite périodique amortie. On constate qu'il y a des pics et ces pics ont une hauteur décroissante. L'intervalle entre deux pics est 2π divisé par oméga d et la hauteur du pic est proportionnelle à une exponentielle décroissante. En calculant la valeur de logarithme entre les pics numéro n et les pics numéro n plus 1, nous obtenons un rapport qui ne fait intervenir que la variable zeta. Ce rapport est utilisable lorsqu'on veut déterminer la valeur de coefficient d'amortissement pour un matériau, pour une pièce, une structure. Nous mesurons dans ces cas les différents pics, nous calculons les rapports entre les pics et leur logarithme qui nous donne une valeur delta. Cette valeur est la valeur mesurée. Nous pouvons alors calculer zeta en utilisant l'égalité qui est voici. Continuons notre étude sur les effets des perturbations. Considérons maintenant une perturbation de type force. Comme nous l'avons vu, la seule différence par rapport au cas non amorti est l'existence de terme qui vient de Cx point de la force dans l'amortisseur. Nous avons donc une équation différentielle qui est voici, U2 point égale à F moins oméga n au carré U moins 2 zeta oméga n U point. Considérons une perturbation de type sinusoïdal. Dans ce cas, la solution s'écrit comme ceci. La solution en vibration libre avec un terme supplémentaire. Les termes supplémentaires, nous l'écrivons sous la forme C sinus d'oméga t plus phi. La valeur de C et la valeur de phi peuvent être calculées
en remplaçant cette expression dans l'équation différentielle et en déterminant ainsi la valeur des coefficients. Nous retrouvons les valeurs que voici. Cette réponse est divisée en deux parties. La première partie, la réponse en vibration libre, est souvent dite régime transitoire, puisqu'elle tend à disparaître quand t tend vers l'infini. Et l'autre partie est dite régime établi ou régime permanent. C'est celle qui reste lorsque la réponse transitoire a disparu. Dans l'étude de l'oscillateur non amorti, nous avions défini un facteur d'amplification dynamique. Ces facteurs multipliaient les déplacements statiques lorsque l'excitation devenait dynamique. Rappelons qu'en statique, nous avons U bar qui est égal à F sur K qui est égal à oméga n moins 2 divisé par M qui multiplie la force. Ici, nous avons une valeur de bêta, les facteurs d'amplification dynamique, qui est un peu plus complexe, mais qui obéit aux mêmes structures et qui a la même propriété. L'expression de bêta, la voici. Elle continue à être un facteur qui multiplie les déplacements statiques lorsque on a une excitation dynamique. Notons cependant qu'ici, lorsqu'on fait oméga tendre vers oméga n, bêta n'étend pas vers l'infini. Bêta tend vers 1 sur 2 fois zeta. C'est ainsi que l'amortissement limite l'auteur du pic, compte tenu de la dissipation d'énergie. Comme pour l'oscillateur non amorti, nous pouvons définir les fonctions de transfert en utilisant les transformés du Fourier et de Laplace. Nous obtenons les résultats que voici. En inversant ces transformés, nous obtenons la réponse impulsionnelle, qui est voici. La réponse impulsionnelle dépendra de la valeur du coefficient d'amortissement. Nous avons donc trois situations distinctes. Rappelons que ici, nous nous intéressons au premier cas avec zeta compris entre 0 et 1, dit les cas faiblement amortis. Pour mémoire, rappelons qu'il existe des relations entre la représentation du Fourier et la représentation de Laplace, et que la représentation du Fourier est souvent appelée fonction des réponses en fréquence. Les spectres d'amplitude et les spectres d'énergie dépendent du module de H. Vous pouvez utiliser Simulink, Psychos ou Psychosine pour simuler un système amorti. Il suffit d'introduire un amplificateur avec les signes -C à l'endroit convenable dans votre circuit. Voici la deuxième représentation avec les termes supplémentaires introduits. Dans les systèmes amortis, on parle souvent de mobilité ou admittance et d'impédance. Ces quantités mesurent la mobilité en fonction de la fréquence. Pour les calculer, nous considérons une excitation de type force, état exponentiel d'oméga t. Nous calculons la vitesse u point sous la forme v exponentielle d'oméga t, et puis nous prenons les rapports entre ces deux quantités. Pour la mobilité, on calcule v sur état, c'est-à-dire u point sur f. Pour l'impédance, on prend l'inverse, état sur v, c'est-à-dire f sur u point. L'impédance du système est la somme des impédances, et l'impédance de chaque élément est facile à calculer. Pour la masse, l'impédance est I oméga m. Pour l'amortisseur, elle est constante égale à C. Pour les ressorts, elle est
moins IK sur oméga. L'impédance donne une quantité qui permet de mesurer la facilité de mobilité du système pour chaque fréquence. Nous voyons que l'impédance de la masse est d'autant plus faible que la masse est petite, ce qui veut dire qu'une masse plus faible est plus mobile qu'une masse plus lourde. Pour les ressorts, nous voyons que l'impédance croît avec K. Un ressort est d'autant plus difficile à faire bouger que la valeur de K est grande. Mais l'impédance contient une deuxième information liée à la fréquence. Nous voyons aussi qu'une masse est plus difficile à bouger pour les fréquences qui sont hautes, alors que les ressorts est plus facile à bouger pour les fréquences hautes et plus difficile à bouger pour les basses fréquences. Ces informations peuvent être utiles lors de la conception d'un système. Voilà les rappels essentiels concernant les oscillateurs linéaires à 1 degré de liberté. Nous utiliserons ces informations pour les chocs dans un autre cours. Merci pour votre attention. Au revoir.